Je crois que j'ai jamais vu une crise aussi folle de ma vie. Un mec qui t'annonce des tarifs douaniers sur son compte Twitter perso et qui fait perdre des milliards à la planète entière artificiellement pendant qu'il est littéralement aux chiottes. Non mais on est où là? On est à Wall Street ou on est dans un épisode de South Park? Bonjour à tous, c'est Finwave, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle revue hebdomadaire de marché dans le format Flash Markets qui vous permet d'être au plus proche des informations sur les marchés boursiers et donc également de prendre les meilleures décisions. Côté américain, on commence toujours ici par le côté américain parce que c'est le marché boursier le plus important au monde. On remarque la semaine dernière qu'on a eu du coup un rebond qui est tout à fait intéressant de 4,59%. Qui pour l'instant a l'air de reculer cette semaine de moins de 0,87%, mais on n'est pas à la fin de la semaine, donc pour l'instant on ne peut rien y dire. Ce rebond, la semaine dernière, il peut être lié à deux raisons principales. Soit tout simplement Trump a fini son petit numéro de manipulation de marché, comme je l'évoquais les vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'il a peut-être terminé d'enrichir ses potes milliardaires qui l'ont aidé à accéder à la présidence. Ou alors, il a simplement rétro-pédalé sur ses décisions parce qu'il s'est rendu compte que les taux d'intérêt sur la dette américaine commençaient à sacrément augmenter, et ça en général ça met tout le monde d'accord, et d'un autre côté, surtout parce que également la courbe des taux s'est inversée, et ça veut dire qu'il y a une confiance des investisseurs et du marché qui est de plus en plus faible en la capacité économique des États-Unis. Comme vous le voyez effectivement là sur les taux d'intérêt sur les obligations d'État américaines à 10 ans, depuis les annonces de Trump, on a eu une explosion de ces taux-là, ils ont augmenté en pourcentage de 18%, ce qui est totalement énorme. Et donc ça veut dire quoi pour les Américains? Ça veut dire que l'État américain, quand il veut emprunter de l'argent, ça lui coûte beaucoup plus cher. Donc ça veut dire qu'il s'endette encore plus et que donc c'est très risqué et très difficile à long terme de venir rembourser cette dette puisque la charge en intérêt est beaucoup plus élevée. D'un autre côté, ce qu'on voit sur la courbe des taux, en anglais la yield curve, c'est qu'elle s'est inversée là sur le court terme. Ça veut dire que en fait les investisseurs s'attendent à ce que la Fed, donc la banque centrale américaine, baisse les taux d'intérêt au bout d'un moment pour pouvoir relancer l'économie et la stimuler par des crédits moins chers aux entreprises et donc plus de consommation aussi pour les particuliers, puisqu'ils pourront faire des crédits à la consommation, des crédits immobiliers à coût plus faible d'intérêt. Et donc quand une banque centrale baisse les taux, c'est donc pour relancer l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie est mal en point. Donc cette inversion des taux là, entre les taux à 1 mois et jusqu'au taux à 3 ans, ça montre bien que les investisseurs ont plutôt peur et moins confiance en la capacité économique des États-Unis. Mais par contre, sur le long terme, cette courbe des taux, elle n'est pas du tout inversée. Donc là, ça veut dire que à long terme, l'avis sur l'économie américaine ne change pas, mais par contre sur le court terme, comme vous le voyez, c'est le cas. Et donc ça montre bien, si vous voulez, un peu ce que je disais les précédentes vidéos, c'est-à-dire que 5 ans de présidence d'un président américain qui ferait des annonces comme ça un peu stupides qui font bouger énormément les marchés, finalement c'est pas grand-chose dans l'histoire des États-Unis. Et donc c'est pour ça que la confiance des gérants de portefeuille et des investisseurs du marché reste quand même positive à long terme, avec des taux qui augmentent. Et les taux qui augmentent, en fait, c'est tout simplement parce que quand on a une économie qui est florissante, pour contrer un peu l'inflation, la banque centrale d'un pays va faire augmenter les taux pour que l'inflation en fait soit contrôlée, c'est-à-dire qu'il y ait de la croissance économique, mais pas trop non plus, pour pas que l'inflation finalement soit trop importante. Donc voilà, vous l'aurez compris, du coup, sur le court terme, les institutionnels, donc les pros, les gérants de portefeuille, ceux qui font vraiment le marché, et quand je dis qu'ils font le marché, c'est-à-dire que c'est eux qui font bouger les marchés au jour le jour, eh bien ces personnes-là restent plutôt sur leur garde. Voilà, on le voit très bien, il y a certains rebonds, mais pour l'instant il n'est pas significatif. Donc la prudence est toujours le maître mot, et c'est complètement logique, parce qu'en face, on a une administration, donc l'administration Trump, qui tweet tout et son contraire tous les 2 jours d'ailleurs, et donc vu que les marchés détestent l'incertitude, les gérants vont avoir tendance à modifier leur portefeuille pour refléter cette réalité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gérants de portefeuille, ils n'ont pas le même horizon d'investissement que nous les investisseurs particuliers. Nous, en général, on va investir sur du long terme, sur, 20 ans, 15, 20, 30 ans, en fonction de notre âge et de nos objectifs, et on va pas se poser trop de questions sur ce qui se passe à court terme, sauf si on fait du stock picking. À l'inverse, les gérants de portefeuille, eux, ils ont des objectifs de performance annuels qu'ils doivent présenter
présenter auprès de leurs investisseurs, et ils ont des règles à respecter en termes de gestion du risque et plein d'autres sujets. Et donc, dès qu'il va y avoir des changements dans les perspectives économiques d'un pays ou d'une entreprise, ils vont avoir tendance à acheter ou à vendre justement les actifs en fonction de ces prédictions futures. Et donc c'est pour ça qu'on voit régulièrement des mouvements sur les marchés, hein, c'est pas arbitraire, c'est des réactions à des annonces différentes. Donc puisque pour l'instant il y a de l'incertitude sur le court terme, on voit très bien que la confiance dans l'économie américaine est très faible, et c'est pour ça qu'on n'a pas de rebond. Voilà. Donc certes la baisse ralentit, mais pour l'instant il n'y a pas de reprise certaine, donc voilà, soyez vigilants et ne vous emballez pas trop. Si vous voulez mon avis sur la situation, je pense qu'on a de bonnes chances que le marché ne descende pas beaucoup plus bas. Je pense que les valorisations des entreprises ont déjà intégré la baisse des bénéfices à cause des droits de douane. Et je pense aussi très fortement que Donald Trump a soit compris que ce qu'il faisait était une erreur, puisque il faisait perdre beaucoup d'argent aux investisseurs particuliers que sont les Américains avec leurs fonds de retraite, hein, qui sont indexés sur le marché boursier, qu'il faisait perdre aussi beaucoup d'argent à certains investisseurs très riches, soit que il a terminé sa manipulation de marché, que du coup tous ses copains milliardaires ont pu acheter à bas prix des actions, et donc maintenant il s'agit de faire remonter tout cela à la hausse pour qu'ils puissent générer des bénéfices. C'est-à-dire qu'ils ont acheté ici de manière très chirurgicale, et donc maintenant il s'agit juste d'inverser la tendance, d'arrêter ces conneries de tarifs douaniers, et donc de permettre une performance très élevée à ses copains milliardaires. Donc voilà, mon avis c'est que ça ne descendra pas plus bas, mais il faut garder un truc en tête, en général le marché il chute toujours plus vite qu'il ne remonte. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé pendant cette crise, finalement la chute elle s'est faite en 47 jours, d'accord? Si on regarde un marché haussier comme le marché haussier précédent depuis 2022, depuis la crise de la guerre en Ukraine, on remarque que le marché haussier s'est développé en 855 jours. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour générer une performance similaire à la baisse qu'on a actuellement sur le SP500, eh bien ça a pris 229 jours en marché haussier pour la réaliser, cette performance de 20%, alors que donc ici, les 20%, comme on vient de le voir, ça a duré une quarantaine de jours. Donc retenez bien que même si ça ne baissera pas plus bas, ce qui est mon avis, ça va prendre du temps avant de remonter. Et ça se comprend très bien si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie, à l'anthropologie. C'est un peu un biais humain, c'est-à-dire que on réagit toujours plus fort au danger, au négatif, qu'au positif, qu'à l'opportunité. C'est, si vous voulez, un peu un mécanisme de survie de l'humain qui va porter plus attention à tout ce qui est négatif pour survivre que ce qui est positif. Il prend ce qui est positif pour acquis. Donc c'est pour ça, si vous voulez, un petit peu qu'on le remarque sur les marchés, puisque les marchés sont une résultante finalement de la psychologie des acteurs majeurs qui l'influencent. En l'occurrence, les gérants de portefeuille, c'est des humains comme nous. Ils sont peut-être un peu plus sérieux dans leur approche, mais ça reste des humains, avec une psychologie. Et donc derrière, c'est pour ça que ça prend du temps à remonter. Donc voilà, pour moi on est encore dans une zone de flou, je pense pas que ça ira plus bas, ça va prendre du temps. Et donc un petit message pour ceux qui ont un peu du mal dans ce genre de situation, si vous ressentez du stress face à tout ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est à prendre du recul, c'est-à-dire de regarder un petit peu les courbes sur du 10 à 20, 30 ans. Si je viens me mettre dans un horizon justement de temps beaucoup plus élargi, ce qu'on remarque, c'est que sur le long terme, comme vous le voyez, les performances sont présentes, d'accord? Donc il faut vraiment pas paniquer, il faut prendre du recul, et il faut se dire aussi que c'est une crise qui est purement artificielle, c'est une crise qui est politique, c'est quelqu'un qui fait des annonces comme ça, qui impacte le marché très rapidement. On n'est pas du tout sur une crise systémique comme la crise des subprimes, qui était une résultante en fait d'une faillite d'une banque très importante aux États-Unis. Donc on a une crise certes, mais la nature de la crise est très très importante dans votre analyse. Et comme on le voit ici, finalement ce qui s'est passé c'est quelques mois, alors que vous cherchez à investir sur du long terme, d'accord? Vous investissez sur des années, voire des dizaines d'années, voire une trentaine d'années en fonction de votre âge. Donc c'est vraiment pas significatif ce qui se passe. Après avoir pris du recul, la deuxième chose que vous pouvez faire si vous ressentez du stress par rapport à ça, c'est vous dire si j'arrive pas à dormir la nuit quand mon portefeuille perd en valeur, est-ce que ma stratégie elle est vraiment si bien alignée avec mon profil de risque? Si la réponse du coup est non, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de rééquilibrer votre portefeuille. Par exemple, vous pouvez aller mettre en portefeuille, si vous faites du stock picking, des entreprises un peu plus défensives que des entreprises agressives. J'en ai parlé par exemple dans la vidéo précédente, mais Coca-Cola, c'est une entreprise tout à fait défensive, c'est-à-dire que c'est une entreprise dont la demande pour ses produits ne va pas baisser en temps de crise, parce qu'on sait très bien, tout ce qui est alimentaire est toujours un besoin humain au jour le jour, et donc quelle que soit la crise, il y aura toujours des achats sur justement ces produits. Et donc statistiquement, ces valeurs défensives, elles ont tendance à mieux résister en période de crise, et on le voit très bien ici sur Coca-Cola, vous le voyez,
elle a pas trop perdu là sur février-avril, contrairement au SP500 lui-même, qui concentre du coup des entreprises de tout secteur variés. Et sinon, en dehors du prisme des actions, ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être acheter des obligations. Donc c'est des titres de dette envers des États ou envers des entreprises, voire même de l'or ou alors de l'immobilier via des parts de SCPI. Tout ce que je suis en train de vous proposer là, c'est tout simplement le principe de la diversification. C'est pas juste un mot cool, c'est vraiment un bouclier en temps de crise. Ça peut effectivement baisser un peu votre rendement sur le long terme, mais à l'inverse, ça vous apporte aussi de la sérénité et ça vous permet d'éviter de trop paniquer pendant les tempêtes si vous n'arrivez pas à dormir quand le portefeuille perd de la valeur. Bien entendu, si vous n'êtes pas affecté par ça, nul besoin de trop diversifier. Vous pouvez quand même avoir une diversification sectorielle sur vos actions et un petit peu d'obligations, voire de l'or, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 25% actions, 25% or, 25% obligations, c'est pas nécessaire. Alors la belle surprise de la semaine dernière, c'est l'Europe. L'Europe, elle nous propose une surprise plutôt agréable. Le marché, en fait, il résiste plutôt bien, comme on le voit, avec 3 semaines consécutives de hausse, tandis que le marché américain stagne, voire baisse. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que les investisseurs, ils gardent confiance dans la capacité du vieux continent à faire face aux tarifs douaniers imposés par Trump et son administration, notamment parce que, éventuellement, le marché valorise et pense que les entreprises européennes sont capables d'aller chercher des clients en dehors du marché américain, et donc venir se détourner de la zone qui devient à risque. Moi, depuis quelques temps, j'ai vraiment le sentiment que, après avoir encaissé la guerre en Ukraine, le déclin du soutien militaire américain dans l'OTAN, et puis voilà les nouvelles tensions commerciales actuelles, que l'Europe en fait semble un petit peu se ressaisir. Peut-être même qu'on assiste doucement mais sûrement à une sorte de regain de souveraineté économique de la zone de l'Union européenne. Alors historiquement, si on vient afficher le SPX, le SP500 vis-à-vis du marché européen représenté par l'Eurostoxx 600, c'est vrai que l'Europe a toujours sous-performé les États-Unis. Mais les choses, elles pourraient très bien évoluer dans la décennie qui arrive. Personnellement, j'ai toujours eu un petit faible pour les États-Unis, un biais en faveur des États-Unis en termes de performance, parce que tout simplement, voilà, c'est la locomotive mondiale, c'est un pays qui dispose du plus gros PIB au monde, avec 30 000 milliards de PIB. Mais il faut pas rester sourd aux signaux, et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en Europe. Donc si tu es fortement exposé aux actions américaines comme moi, ça peut être intéressant de venir rééquilibrer un petit peu ton portefeuille en achetant des actifs européens actuellement et en continuant à en acheter tous les mois. Après, pour rassurer les investisseurs dans le marché américain, moi j'aimerais bien vous faire un petit rappel géopolitico-financier. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Chine, le Japon et puis d'autres grands pays de ce monde détiennent des quantités énormes d'obligations d'État américaines. En gros, ils prêtent massivement aux États-Unis. Donc si les États-Unis tanguent, ces pays-là aussi, ils vont souffrir. Donc c'est bien la diversification, mais il faut quand même garder en tête que la mondialisation fait que tout le monde finalement est sur le même bateau. Donc pourquoi pas aller vers le marché qui historiquement a développé la meilleure performance, c'est-à-dire le marché américain. Donc c'est à vous de voir. Soit vous voulez diversifier votre portefeuille pour venir réduire les baisses lors des marchés baissiers, puisque tout simplement vous n'arrivez pas à dormir en cas de baisse majeure de performance sur votre portefeuille. Soit vous vous dites je vais aller chercher la meilleure performance sur le long terme, et dans ce cas-là vous achetez plus d'actions américaines parce que vous savez que statistiquement c'est le marché qui délivre la meilleure performance et que de toute façon si les États-Unis s'écroulent, eh bien tous les autres pays vont en souffrir également parce qu'ils détiennent beaucoup d'actifs américains. Donc voilà, c'est un peu les deux écoles, c'est à vous de voir en fonction de votre appétence au risque, et je pense que se poser cette question, c'est vraiment une très bonne manière d'aller vers ce qui nous convient le mieux. C'est maintenant le moment de l'analyse de l'entreprise de la semaine. Dans Flash Market, ce qu'on fait chaque semaine, c'est qu'on présente une entreprise qui a l'air plutôt prometteuse sur le long terme et qui donc pourrait délivrer une performance boursière très intéressante, et on en explique les raisons. Cette semaine, on va parler d'Airbus, qui est une boîte que je connais bien puisque j'ai des proches qui bossent chez Airbus Hélicoptère et Airbus au sens large. Donc je peux vous dire que c'est pas juste une belle image de marque dont profite l'entreprise et que c'est vraiment intrinsèquement une entreprise qui est intéressante à détenir en portefeuille. Et ce, pour plusieurs raisons. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Airbus opère dans un marché oligopolistique, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs et il y a également donc très peu de concurrents. Le seul vrai rival en réalité c'est Boeing, et vu les galères qu'il y a eu avec le 737 MAX, un de leurs avions phares, on peut dire qu'ils se sont tirés plutôt une belle cartouche dans le pied. Résultat, Airbus va gagner en crédibilité, décrocher des contrats,
à l'inverse donc de Boeing, et surtout l'entreprise a un carnet de commandes qui est plein pour plusieurs années. Airbus a déjà livré plus de 136 avions sur l'année et a 211 commandes prévues sur l'année en cours, ce qui est tout à fait significatif. Du coup, la reprise post-Covid, elle est bien là, et la demande en avions neufs, elle explose, surtout d'ailleurs pour des modèles plus verts. Et là-dessus, Airbus est dans les clous avec ce qu'on appelle le projet Zero E, qui est en fait le premier projet de fabrication d'un avion fonctionnant totalement à l'hydrogène. Alors oui, effectivement, le projet a été repoussé, mais Airbus reste quand même le leader dans ce domaine-là par rapport à ses concurrents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette transition écologique, elle attire de plus en plus de fonds d'investissement ESG, donc des fonds d'investissement qui cherchent à investir dans des entreprises durables. Donc ça veut dire que Airbus va pouvoir attirer ses flux et ses capitaux supplémentaires, ce qui va donc augmenter la valeur boursière de la boîte et lui permettre également de profiter d'une aide financière nécessaire à son développement. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi un autre relais de croissance massif, et c'est la défense. Depuis la guerre en Ukraine et le désengagement progressif des États-Unis dans l'OTAN, les pays européens ils commencent à se rendre compte qu'il faut renforcer leur armée. Et en fait, Airbus est très bien positionné avec sa division Defense and Space pour répondre à cette demande, avec ses hélicoptères, ses avions et ses technologies qui sont faites pour le monde militaire. Bref, tout ça, ça sent les gros contrats qui arrivent à plein nez. Niveau chiffres, c'est du costaud Airbus. L'entreprise, elle enregistre un ROS, une marge opérationnelle en pourcentage de 10%, ce qui est très élevé pour un industriel. L'entreprise dispose également d'un très faible endettement et ses flux de trésorerie sont massifs, ce qui lui permet de réinvestir facilement sans avoir besoin de financement extérieur. Donc même si Airbus, c'est une action qu'on va appeler cyclique sur le papier, c'est-à-dire une entreprise qui va croître pendant des cycles économiques de croissance, et bien puisque elle a quasiment un monopole sur son marché, puisqu'elle a un avantage clair vis-à-vis de son concurrent majeur et qu'il y a très peu de concurrents significatifs en dehors de Boeing, eh bien on est plutôt sur une entreprise finalement qui est défensive, qui va prendre de la valeur sur le long terme et qui va pas forcément subir fortement les chutes puisque elle est nécessaire dans le monde. Et graphiquement, ça se confirme. On voit une très belle tendance haussière d'Airbus sur le long terme, une performance nettement supérieure au marché européen au sens large, et avec peu de volatilité en dehors des crises majeures qui font souffrir tout le marché, comme on la voit ici avec la crise du Covid. C'est donc finalement une action que l'on voudrait détenir en portefeuille long terme, parce que ça reste finalement une entreprise défensive, et finalement, si t'es patriote, c'est un peu la cerise sur le gâteau d'investir dans Airbus, puisque c'est soutenir une entreprise stratégique et lui permettre d'améliorer déjà son image, améliorer son coût du capital, le faire baisser, et puis également attirer des talents, parce que comme tu le sais, dans les entreprises, on propose des stock options. Donc franchement, si t'es à la recherche d'une action solide qui est bien positionnée pour les 10 prochaines années, Airbus mérite clairement sa place dans ton viseur. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, je vous donne juste mon avis, et je le justifie avec des arguments clairs. C'en est terminé pour cette vidéo, c'était Finwave, j'espère qu'elle t'a plu, et dis-moi en commentaire si tu détiens déjà Airbus en portefeuille, ce qui est plutôt positif et montre que tu sais choisir de bonnes entreprises, et dis-moi ce que tu penses de la situation actuelle. Est-ce que le marché américain va reprendre une tendance haussière, ou est-ce que pour toi ça risque encore de baisser? Je souhaite de réussir dans tes investissements et je te dis à la prochaine. Ciao!